Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Est-ce que vous êtes prêts? Allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Avez-vous déjà entendu parler d'Hartmut Rosa? C'est un sociologue et philosophe allemand qui propose, comme remède à l'accélération de notre époque, d'entrer en résonance. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment ça se passe? Anne de Pomereux, formatrice, auteure et conférencière, nous dévoile tout ce qu'elle sait sur le sujet. Et vous allez voir, c'est très rafraîchissant. Bonjour Anne de Pomereux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que la résonance? Pour parler un peu de façon concrète du concept, je vous propose une expérience de résonance que j'ai vécue dans mon quotidien, moi, et de vous partager ça pour que vous compreniez bien en quoi ça consiste. Après, ce n'est qu'une expérience et ça peut être décliné sur énormément de sujets, en fait, hein. Donc, l'hiver dernier, il neigeait et j'ai une amie qui élève des brebis en Normandie et qui m'avait invitée à passer le week-end. Donc, j'ai sauté dans un train. Et dans ce train, donc, j'ai serpenté dans la campagne. Il faisait super beau et il y avait de la neige. Il faisait très froid et ce manteau neigeux recouvrait la campagne. Le soleil brillait, la neige se reflétait dans le soleil. C'était magnifique. Et en fait, ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai ressenti physiquement une vibration, une véritable vibration par rapport à ce paysage qui vraiment me touchait profondément. Mon être est rentré en résonance avec la nature. J'étais émerveillée, fascinée par ce spectacle, si beau et si simple en fait, un peu de neige, voilà. Et ça a vraiment suffi pour me mettre en joie. Et à partir de cette expérience, ça m'a fait penser au livre d'Hartmut Rosa que je venais de terminer. Et lui aussi, il parle de la neige dans son dernier bouquin qui s'appelle Rendre le monde indisponible. Et je me suis dit, en fait, la neige, c'est typiquement un cadeau inespéré qui résonne avec ce concept de résonance. Qu'est-ce que la résonance, en fait? C'est pour Rosa l'antidote de l'accélération. Il s'est fait connaître sur l'accélération, c'est vraiment le sujet qu'il a fait connaître en tant que sociologue. Accélération inexorable de la société moderne et qui est intrinsèquement liée à cette société. Quand on rentre en résonance, en fait, le monde nous parle, on est touché et on répond. Et ça nous transforme. On est touché, on est transformé, on se sent vivant. Voilà. On peut l'expérimenter, cette résonance, de bien des manières. Évidemment, devant des œuvres d'art, face à un coucher de soleil, dans une relation amicale, amoureuse, bien sûr, ou professionnelle. On peut aussi la ressentir en caressant son chat, en étant devant un feu de cheminée, en écoutant un morceau de musique, mais aussi intellectuellement. Et on peut la ressentir très fortement intellectuellement. Je prends qu'un exemple. Moi, je suis formatrice, je suis prof, je donne des cours à des jeunes, à des gens en entreprise. Et quand tout d'un coup, on sent que ce qu'on dit trouve un écho dans la personne en face, tout d'un coup, les yeux pétillent et on sent ce que Rosa appelle le crépitement de la classe. Et là, en fait, il y a quelque chose de très vivant qui se met en place. On sent que la lumière est allumée, que les élèves comprennent qu'on est avec eux et qu'on les transforme et qu'on est ensemble dans une transformation. Une des grandes caractéristiques de la résonance, c'est son indisponibilité. On le comprend bien avec la neige. La neige, on ne peut pas la stocker. Quand on la prend dans notre main, elle fond. On ne peut pas la conserver. Et c'est précisément cette indisponibilité qui la rend si précieuse. C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau, de même que le sourire de la caissière ce matin quand je suis allée acheter mon pain, c'était un cadeau aussi. Ou la conversation avec n'importe quelle personne qui a résonné en moi. Alors le monde moderne, en fait, ce que dit Rosa, c'est qu'il veut nous faire croire qu'on peut acheter des expériences de résonance. En vrai, c'est ce qu'on fait quand on achète un safari au Kenya, c'est ce qu'on veut obtenir. On achète un ticket pour obtenir de la résonance à travers le fait qu'on va aller voir des animaux sauvages. Mais c'est pas sûr que l'expérience de résonance se produira parce qu'on a fait des démarches et qu'on l'a acheté. Bien souvent, j'ai expérimenté qu'un dîner dans un restaurant étoilé m'apportait peut-être moins de plaisir que le sandwich pris au bar, au PMU du coin, parce que là, il y avait tout d'un coup une conversation tout à fait inattendue qui s'est passée et qui m'a fait rentrer en résonance.
voyez, donc le paradoxe de la modernité, c'est de vouloir rendre ce monde disponible et tout le temps à notre disposition et qu'en fait, plus on fait ça, plus ça s'échappe. Donc la résonance, étant une antidote à l'accélération, c'est aussi une expérience qu'on ne peut pas vraiment prévoir et qu'on peut juste accueillir. Et ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette accélération de l'époque moderne? Alors, peut-être je vais dire deux mots de Rosa, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Donc, Hartmut Rosa et son cheminement de pensée. Donc, c'est un sociologue allemand, philosophe et sociologue. Il a 58 ans, il est né en 66. Et aujourd'hui, il est le chef de file de l'école de Francfort, qui est l'école de sociologie qui est spécialisée dans la critique du capitalisme. Il réfléchit en termes de la société moderne, en quoi elle est aliénante en fait. Et Rosa, il vient après, donc c'est la troisième génération des penseurs de cette école, après Théodore Adorno et puis Habermas. Et Rosa, lui, il a fait sa thèse sur Charles Taylor, qui est un Canadien, qui est un penseur aussi canadien très intéressant. Et donc Rosa, il s'est spécialisé dans ce qu'il appelle la modernité tardive, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, en gros depuis les années 90. Et ce qui est intéressant avec lui, et c'est ce qu'il a fait connaître, c'est qu'il a, justement pour parler de l'accélération, il s'est fait connaître par son premier livre qui est une critique sociale du temps qui s'appelle Accélération, qui est sorti en 2010. Et selon Rosa, notre société, en fait, est marquée par une dynamique permanente d'accélération due au progrès technique. Chaque progrès technique entraîne un gain de temps. Et ce gain de temps devrait nous donner plus de temps. Et le grand paradoxe de l'accélération, c'est que plus on gagne de temps, plus on manque de temps. Ça, c'est tout à fait bizarre, mais c'est exactement ce qu'on vit. Et il donne beaucoup d'exemples là-dessus. Moi, j'en prendrai qu'un, c'est par exemple le mail a remplacé l'écriture et les lettres. Et effectivement, autrefois, on ne pouvait pas écrire plus de 2, 3 lettres par jour. Aujourd'hui, quand on est en entreprise, on reçoit 30, 40, 50, 100 mails par jour. Et donc, si vous voulez, l'unité de temps gagnée par rapport à la vitesse d'exécution a été dévorée parce qu'on a augmenté plus le nombre de contacts et donc notre capacité à écrire. C'est pareil si on prend par exemple l'exemple du billet de train. Jusqu'à il y a quelques années, il fallait pour acheter un billet de train aller dans une agence, prendre un ticket, patienter, etc. Ça prenait minimum une demi-heure à 1 heure. Aujourd'hui, on peut le faire tout en déjeunant, donc on a gagné beaucoup de temps, mais qu'a-t-on fait de ce temps gagné? Est-ce qu'on a plus de temps disponible? Non. Donc c'est ça vraiment la grande différence. Voilà. En fait, la to-do list s'allonge plus rapidement que l'accélération. Donc 6 ans après son livre sur l'accélération, Rosa a réfléchi au remède à l'accélération. Et souvent, on lui dit, bah alors, si vous prenez une société de ralentissement, de décroissance dans le ralentissement, il dit non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce qui compte, en fait, pour Rosa, c'est pas de ralentir parce que l'accélération est bonne. Par exemple, si on a une connexion Internet très lente, on va râler. Et ça va pas être possible. Et si on perd notre temps à acheter un billet de train maintenant qu'on s'est habitué à l'acheter rapidement, ça va pas être possible non plus. Donc, l'accélération n'est pas mauvaise en soi, mais c'est l'aliénation qu'elle procure qui est mauvaise. Mais au fond, en quoi est-ce si terrible d'être dans l'accélération? En quoi donc c'est terrible d'être dans l'accélération? C'est pas terrible pour tout. Tout n'est pas mauvais dans la vitesse, hein. Si on tombe dans les pommes et qu'on appelle les pompiers, ou s'il y a un feu qui se déclare, on est bien content que ça aille vite, hein, effectivement. Donc il y a plein de domaines où on est content que ça aille vite. Mais ce qui est problématique avec l'accélération, c'est que pour rester dans la course, il faut aller toujours plus vite. Donc il y a une injonction de réponse rapide qui est devenue vraiment primordiale. Et du coup, on est comme le hamster dans la roue, hein. Il prend cette image-là, Rosa. Bah, pour rester debout, il faut continuer à pédaler plus vite sur notre bicyclette ou aller plus vite dans la roue du hamster. Et donc, ça donne ce sentiment de dispersion. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'attention et on est dans un monde complètement dispersé. Et comme tout va plus vite, on essaye de toucher à tout, mais c'est pas possible parce que nos fonctions cognitives, elles sont pas au même rythme que les machines. Et puis le gros problème aussi, c'est qu'il y a une désynchronisation. Alors la désynchronisation, c'est-à-dire que, par exemple, on coupe les arbres plus vite qu'ils ne sont capables de repousser. On déforeste parce que notre consommation, notre besoin en bois est plus fort et plus demandeur, et donc on coupe vite le bois, mais ça repousse pas vite. Il y a une désynchronisation.
Et cette désynchronisation pose un gros problème. C'est un gros problème du réchauffement climatique, par exemple, qui est lié à cette accélération. Donc, on a aussi des désynchronisations de notre psychisme. Par exemple, on a besoin de temps pour absorber certaines choses. Et lui, Rosa, il dit que le burn-out, en fait, c'est une décélération forcée, hein, qui est comme une réaction à cette accélération. Il dit ça, le burn-out, c'est décélération forcée. Et dans l'éducation, si on réfléchit bien, moi j'ai eu 5 enfants, donc je sais ce que je leur ai dit le plus souvent, et je crois que ce que je leur ai dit le plus souvent, c'est dépêche-toi, grouille, fais vite, viens là, avec cette impatience chronique de la non-réactivité aux ordres qu'on peut donner à nos enfants. Voilà. Et puis dans l'éducation, il y a aussi on voudrait apprendre vite, mais pour apprendre, notre cerveau a besoin de temps, en fait, hein. Il faut de l'assimilation et le temps de l'assimilation, il n'a pas accéléré. Donc, vous voyez, il y a plus d'informations, plus de connaissances, infinité d'informations, infinité de connaissances, mais temps d'absorption toujours le même qu'avant, hein. On ne va pas plus vite qu'au temps de l'Antiquité. Voilà. Pour qu'une information devienne connaissance, il faut pouvoir l'absorber et c'est une maturation lente. Donc, voilà, il y a une espèce de désynchronisation qui est problématique. Voilà. Et ce sentiment de malaise, si on interroge, je travaille beaucoup avec des gens en entreprise sur le problème de la concentration et de la charge mentale, ce sentiment de cette to-do list qui s'allonge à l'infini et que nous, on court après en essayant de barrer les trucs au fil de la journée, mais avec un sentiment d'impuissance, en fait, dû au fait que ça va plus vite, que tout va plus vite. Concrètement, est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour entrer facilement en résonance? La résonance, il n'y a pas de manuel en 10 parties pour rentrer en résonance. Et si vous en trouvez un, fuyez-le, c'est faux. C'est qu'une question de disponibilité, en fait, hein. Et c'est là où il est très fort, Rosa, c'est que, il dit, voilà, pour rentrer en résonance, faut être disponible à une expérience qui va peut-être se passer, mais peut-être pas. Et peut-être que cet après-midi, je vais décider d'aller me balader le long des quais parce qu'il fait beau pour essayer d'avoir une expérience de résonance. Et peut-être que je vais pas l'avoir parce que je vais être préoccupée par le fait que bah, j'ai ça à faire et que cette to-do list va m'empêcher, en fait, d'être pleinement en relation avec ce qui va se passer ici maintenant. Même si je la cherche, cette expérience de résonance, je vais peut-être pas l'avoir parce qu'il y a une forme d'imprévu. Comme dans toute relation, en fait, une relation, il peut se passer quelque chose comme il peut ne pas se passer quelque chose. Il y a une forme d'imprévu, d'indisponibilité. Je pense que peut-être s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est de mettre un peu d'espace dans nos journées, dans la mesure du possible, parce que je sais bien que c'est pas toujours possible, hein, mais rendre la résonance capable d'arriver. Et si on est dans l'urgence permanente et dans je barre ma to-do list qui a 40 trucs dans la journée, je vais réduire les possibilités de résonance, obligatoirement, hein. Pourquoi? Parce que l'urgence est la tueuse numéro 1 de la résonance. Donc, trouver des moments, des lieux favorables, et puis ensuite être dans une forme de passivité, de laisser faire, d'essayer de pas tout contrôler, d'être ouvert à l'imprévu, vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'on va rentrer en résonance. Donc voilà, être ouvert à une forme d'imprévu, être disponible, accepter une forme de laisser faire, de passivité, d'appel. Je dirais presque c'est un appel, la résonance. On est appelé. Et donc, quelle est ma réponse par rapport à ce qui va se passer? Donc, le monde a cruellement besoin de relations. Et la résonance, elle se passera toujours dans une relation. Quels sont donc les obstacles à la résonance, Anne de Pomereux? La tueuse numéro 1 de résonance est l'urgence. Voilà. Si je suis pressée pour aller prendre mon avion et que sur le trajet de chez moi à l'avion, je ne pense qu'à ne pas être en retard pour attraper mon avion, il est fort probable que quoi qu'il se passe sous mes yeux, même s'il y a un joueur de violon avec un Stradivarius dans le métro, je ne vais pas pouvoir l'écouter. C'est impossible parce que toute ma bande passante sera prise par mon objectif de ne pas rater mon avion. L'urgence est un tueur de résonance. Et pour ça, il y a une expérience assez connue qui s'appelle l'expérience du bon samaritain, qui s'est tenue à Princeton dans les années 70-80. Donc, c'était des groupes de séminaristes. Donc, l'expérience consistait à mesurer la capacité, donc à donner de l'aide à quelqu'un sur un chemin en fonction de l'urgence ou pas.
qu'on leur infligeait. Donc il y avait deux groupes de séminaristes et ils étaient dans un bâtiment. Et donc, ils avaient un cours, enfin non, je sais plus, ils étaient interrogés sur leur motivation à devenir séminaristes, etc. Et puis, on leur demandait de faire une petite présentation, mais comme la salle était trop petite, il fallait qu'ils changent de bâtiment. Et à la moitié du groupe, on leur a dit, bon, bah, dépêchez-vous parce que vous êtes attendus dans le bâtiment B. Le trajet, il faisait peut-être 100 mètres ou 200 mètres. Et à l'autre, on leur a pas donné du tout d'injonction de dépêchez-vous. Et évidemment, sur le trajet, il y avait un acteur qui simulait quelqu'un qui était vraiment en souffrance, allongé par terre, l'air un peu SDF et qui demandait de l'aide. Donc, ce sont des séminaristes, hein, donc le bon samaritain, ils connaissent normalement. Et donc, ce qui est incroyable dans cette expérience, c'est que le simple fait d'avoir mis une injonction d'urgence sur le groupe A, il n'y a eu que 10% du groupe A qui se sont arrêtés et qui ont donné de l'aide à la personne qui était allongée sur le trajet. Alors qu'il y a eu 63% du groupe B, ben, c'est pas 100%, mais enfin, c'est quand même plus de la moitié du groupe B qui s'est arrêté pour donner de l'aide. Vous voyez. Donc, quand on met une injonction d'urgence, on ne peut pas rentrer dans une relation de résonance. C'est impossible. Pour Rosa, donc, il voit aussi deux autres obstacles. La peur. La peur empêche l'ouverture, en fait, et empêche la disponibilité. Quand on a peur, on est centré forcément sur cette peur, on est centré sur soi, et donc on va se couper des expériences possibles de résonance. Et puis, troisième obstacle, c'est la compétition. Quand on est dans une obligation de résultat, quand on est, et aujourd'hui, Dieu sait qu'on est dans un monde très compétitif et très centré sur cette nécessité de la compétition, la résonance va être moins facilement possible. Voilà. Donc, à vos forces de vouloir être efficace, de vouloir rendre le monde vraiment disponible à notre manière, etc., on finit par ne plus du tout pouvoir l'être, en fait. Cette efficacité se joue au détriment de notre relation au monde. Et ça, c'est quand même assez paradoxal. Au fond, ça sert à quoi la résonance? Ben, la résonance, à la fois, elle sert à rien dans le côté efficacité, mais elle est indispensable. C'est-à-dire que si on n'a pas de résonance, on n'a pas de relation avec notre environnement, parce que la résonance, elle se joue avec nous-mêmes, ce que dit Rosa, hein, avec l'environnement, avec les autres, et avec aussi la résonance, l'axe vertical, avec la beauté dans toutes ses formes, toutes ses déclinaisons, etc. Donc, on peut vivre sans être en relation, en fait. Mais est-ce que c'est la vie, ça? Donc, à la fois, ça sert à rien dans un monde. Enfin, les machines peuvent nous remplacer de bien des manières, mais une machine, elle ne rentre pas en résonance avec le monde, hein. Elle a une relation utilitaire. Est-ce qu'on a envie de devenir des machines ou est-ce qu'on a envie de rester humain? Donc, je crois que la clé, c'est si on veut rester humain, bah, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de cultiver cette relation au monde avec tout l'imprévu, l'indisponibilité, la non-prévisibilité, l'acceptation que ça ne va pas toujours se passer comme on veut, mais que c'est ça qui fait la vie, en fait. S'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de vie non plus. Donc, ça sert à tout, ça sert à rien, mais ça sert à tout. Dans la relation que nous avons avec l'environnement, je pense que c'est une relation beaucoup plus respectueuse en fait, hein, avec l'environnement, que d'essayer de pas se servir de la nature comme d'un stock infini de ressources à notre disposition pour faire des objets qui vont nous servir à être plus productifs. Si c'est que ça, notre relation à la nature, ça va dans un mur et c'est déjà allé dans un mur. Donc voilà, d'essayer de retrouver une relation plus ajustée, plus contemplative avec la nature et avec l'environnement naturel, mais aussi avec nos voisins, avec notre prochain, en fait, tout simplement, hein. Donc la résonance est indispensable. Ça ajuste la relation, si je puis dire. Merci Anne de Pomereux de nous faciliter l'accès à la pensée d'Hartmut Rosa. C'est toujours un cadeau de pouvoir mettre des mots sur des situations que l'on vit. Ça permet parfois de ne plus les subir. Et en plus, là, vous nous faites un très beau cadeau, celui de la quête, la résonance. Avec ça, on est sûr de se mettre en route vers la joie. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu.
À très bientôt donc.